L'ouverture de la guerre aérienne dans le Pacifique fut brutale. Les pilotes alliés ont affronté un ennemi dont les chasseurs semblaient tourner en rond autour des leurs. Le plus remarquable de ces chasseurs japonais était le Mitsubishi A6M, plus connu des pilotes alliés sous le nom de Zero. Conçu par une équipe dirigée par Jiro Onkoshi, l'A6M a été conçu pour la marine impériale japonaise et pouvait donc être utilisé à partir de porte-avions. À l'époque, la plupart des chasseurs embarqués devaient sacrifier un aspect de leur performance pour les adapter aux exigences des opérations sur porte-avions. Mais ce qui rendait le Zero si redouté, c'est qu'il avait des performances pouvant rivaliser avec la plupart de ses adversaires basés à terre, ce qui avait été presque totalement ignoré par les services de renseignement alliés avant décembre 1941. Le Zero était un véritable fauve capable d'atteindre une grande vitesse et doté d'une agilité remarquable. En revanche, la plupart des chasseurs alliés, comme le Grumman F4F Wildcat de la marine américaine, étaient montés des appareils beaucoup plus lourds car ils intégraient une meilleure protection, ce que le Zero avait sacrifié pour atteindre ses performances exceptionnelles. Il a donc rapidement été compris qu'il fallait un chasseur plus puissant, capable d'égaler les performances du Zero sans sacrifier la protection et la puissance de feu dont bénéficiaient les pilotes américains. Cela a conduit au développement de l'un des meilleurs chasseurs de la Seconde Guerre mondiale, le Grumman F6F Hellcat. Bienvenue sur Guerre du Monde. Même avant Pearl Harbor, la marine américaine cherchait un nouveau chasseur pour remplacer le Wildcat. Et une fois de plus, la société Grumman a remporté un contrat pour un prototype baptisé XF 6 Fin, celui-ci étant signé le 30 juin 1941. Conçu selon la devise de l'entreprise, faites-le solide, faites-le fonctionner et faites-le simple. Le XF 6F1 partageait une ressemblance familiale avec le F4F, mais était presque une toute nouvelle machine, étant propulsé par un moteur White R2600 Twin Cyclone de 1700 chevaux à 2 rangées et 14 cylindres. L'aile plus épaisse était également montée plus bas et pouvait être repliée soit manuellement, soit hydrauliquement, réduisant ainsi l'espace occupé par l'appareil lorsqu'il était stocké dans les espaces exigus d'un porte-avions. Comparé au F4F, le XF 6F1 avait également un train d'atterrissage beaucoup plus large qui était replié mécaniquement dans les ailes, contrairement à l'appareil précédent où le pilote devait tourner péniblement une manivelle pour les déployer ou les rétracter. En plus d'alléger la charge physique du pilote, cette configuration rendait également le nouvel appareil beaucoup plus stable lors de son retour à bord d'un porte-avions. Le développement du nouveau chasseur était déjà bien avancé lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Vu l'efficacité des Zero japonais lors des premiers combats, le bureau de l'aéronautique de la marine américaine a collaboré étroitement avec Grumman pour adapter le XF 6F et contrer cet adversaire redoutable. Finalement, certains des premiers as de la marine américaine, comme le lieutenant-commandant Butch O'Hare, se sont retrouvés à être interviewés par les ingénieurs de Grumman et à donner leur avis sur la façon dont le nouvel avion prenait forme. Les expériences transmises à Grumman ont mené à des changements de design qui ont grandement influencé l'avion final. Enfin, le bureau de l'aéronautique craignait que le R2600 ne soit pas capable de fournir la puissance nécessaire pour rivaliser avec les Zero et a donc demandé à Grumman de commencer à le remplacer par le Pratt & Whitney R2800 double wasp à 18 cylindres qui offrait 300 chevaux supplémentaires. Des pilotes comme O'Hare ont également demandé à Grumman de rehausser la position du cockpit et d'augmenter l'inclinaison du fuselage avant vers le capot moteur afin d'offrir une meilleure visibilité panoramique. Le chasseur qui en résultat était une brute comparée au Zero, bénéficiant d'une vitesse de pointe supérieure tout en conservant un haut niveau de protection pour le pilote, comme un pare-brise résistant aux balles et un blindage autour des zones clés. En même temps, il pouvait aussi infliger de lourds dégâts grâce à une série de 3 mitrailleuses Browning M2AN de calibre .50 dans chaque aile, une configuration qui devenait la norme chez les chasseurs américains. Plus tard, la capacité d'emporter jusqu'à 2000 livres d'armement d'attaque au sol comme des bombes et des roquettes non guidées fut également ajoutée, ces charges étant transportées sous les ailes ou sur un point d'emport central qui pouvait aussi être utilisé pour transporter un réservoir externe de 150 gallons afin d'augmenter l'autonomie. Le premier prototype était encore propulsé par le moteur Twin Cyclone d'origine et prit son envol pour la première fois le 26 juin 1942, suivi par le premier vol de la variante équipée du double wasp un peu plus d'un mois plus tard, le 30 juin. En octobre de cette année-là, Grumman était prêt à commencer la production, la marine attribuant à ses appareils la désignation F6F3, mais l'avion n'avait pas encore de nom.
En raison de sa similitude avec le F-4F, il fut d'abord nommé Super Wildcat, mais Grumman n'appréciait pas ce nom qui suggérait qu'il n'était qu'une version améliorée du modèle précédent. Fait intéressant, un nom qui plaisait à beaucoup était le Tomcat, un nom qu'un avion Grumman ultérieur allait immortaliser avec le F-14, mais ils estimaient que c'était trop osé pour le public américain en 1942 car il avait une connotation sexuelle. Finalement, c'est le fondateur de l'entreprise, Roy Grumman, qui lui donna un nom, reconnaissant d'une part la contribution des avions précédents de sa société, qui s'était battu âprement durant ses premiers mois, tout en invoquant en même temps une certaine dose de grossièreté qui inspirait aux pilotes agressivité et confiance. Et ainsi, le Hellcat fut baptisé. Alors que les premiers F6, F3 de série commencèrent à sortir des chaînes de montage en octobre 1942, un nouveau programme d'entraînement fut mis en place pour l'appareil, prenant en compte ses caractéristiques de maniement ainsi que ses avantages et inconvénients lors des combats contre le Zéro. Dans ce dernier cas, les instructeurs de la marine américaine furent grandement aidés par la capture et les essais d'un Mitsubishi A6M20 intact dans les îles Aléoutiennes, après qu'il eut été touché par les tirs défensifs d'un hydravion Catalina de la marine américaine. Son pilote, Tadayoshi Koga, âgé de 19 ans, mourut dans le crash qui suivit sur l'île d'Akutan. Comparé au F6F, le Zéro conservait toujours un avantage en manœuvrabilité, notamment en taux de virage. Les pilotes rapportaient que le Hellcat était extrêmement stable sur l'axe longitudinal, ce qui aidait beaucoup lors du retour de l'appareil sur un porte-avions, mais sauf à grande vitesse, cet avantage rendait l'avion plutôt lent en virage. Les pilotes de F6F utilisèrent donc leur vitesse supérieure pour choisir le moment d'engager le Zéro, gardant ainsi l'avantage et évitant les combats tournoyants à basse vitesse. La lourdeur apparente des commandes de l'appareil n'aidait pas. Le premier escadron de la marine américaine à se rééquiper avec le F6F fut le Fighting Squadron, 9 en février 1943, opérant depuis le porte-avions USS Essex sous la bannière du Carrier Air Group 9. Dans les mois qui suivirent, de nombreux F-4F furent remplacés par des Hellcat, la marine américaine renforçant sa flotte avec ce nouvel appareil. Finalement, le 1er septembre 1943, le nouveau chasseur naval put enfin faire parler ses armes au combat. Deux F-6F du Fighting Squadron, 9 pilotés par le lieutenant junior Richard L. Loesch et l'enseigne A.O. Nyquist, décollant de l'USS Princeton, furent dirigés vers un hydravion japonais Kawanishi, H-8K, Émilie de reconnaissance à long rayon d'action, qui espionnait les activités américaines sur l'île Baker, à mi-chemin entre Hawaï et l'Australie. Les deux aviateurs américains attaquèrent d'eau de front, criblant l'hydravion de balles, qui amorça alors une descente vers la mer en effectuant un virage paresseux de 180 degrés avant de s'écraser sur l'eau. En plus d'être la première victoire du Hellcat, Loesch fut également le premier pilote à remporter une victoire à bord des deux chasseurs de Grumman. En quelques jours, deux autres Émilie seraient abattus par les canons du Hellcat. Cependant, le Hellcat n'était pas destiné à simplement abattre de lourds hydravions. Il a été conçu pour combattre les Zéros et il a eu sa première occasion le 5 octobre 1943. La Task Force 14 doit lancer des frappes sur l'île de Wake occupée par les Japonais pendant 48 heures pour réduire leurs forces sur place. Décollant avant le lever du soleil et par mauvais temps, plusieurs avions ont manqué leur rendez-vous, mais 47 Hellcats ont mené l'assaut contre les défenseurs japonais de l'île, qui ont opposé 27-0 en réponse. Le lieutenant Mehan C. Hoffman et l'enseigne Robert W. Duncan du Fighting Squadron 5 furent les premiers à engager les Zéros. Duncan a repéré plusieurs avions ennemis en formation avant d'entamer son attaque. En ciblant l'un des Zéros, il a criblé de balles de calibre 50 le cockpit et le moteur de sa victime, la regardant briller intensément dans le ciel assombri en prenant feu. Duncan n'eut pas le temps de célébrer, apercevant un chasseur ennemi se placer dans la queue de l'un de ses coéquipiers d'escadron. Duncan attaqua, forçant le chasseur japonais à rompre l'engagement et à entrer dans une boucle avec son Hellcat juste derrière. Alors que les deux chasseurs semblaient suspendus dans les airs en passant par le sommet, Duncan saisit l'opportunité et tira, envoyant un autre Zéro en flammes s'écraser dans la mer. Le Hellcat, grâce à sa vitesse et sa puissance de feu, dominait rapidement le ciel du Pacifique, mais sa plus grande heure de gloire restait à venir. En juin 1944, alors que l'attention du monde entier était tournée vers l'invasion alliée de la Normandie, la marine américaine dans le Pacifique se préparait à lancer l'opération Forager dans le cadre de l'effort visant à chasser les forces japonaises de la chaîne d'îles Mariannes.
Une fois cet objectif atteint, les îles pourraient alors être utilisées pour lancer des raids de B-29 Super Fortress contre les îles japonaises elles-mêmes en préparation de l'invasion attendue du Japon. En tête de l'opération se trouvait la 5e flotte de la marine américaine, et alors que l'opération débutait avec des frappes aériennes contre ses pans le 11 juin, la nouvelle tomba que la flotte mobile japonaise était en route pour intercepter la force américaine, posant ainsi les bases de la plus grande bataille de porte-avions de l'histoire. La flotte mobile japonaise, sous le commandement du vice-amiral Jisaburo Ozawa, se composait de 9 porte-avions, 3 porte-avions de flotte et 6 porte-avions d'escorte plus petits. À bord se trouvaient environ 437 appareils, dont la plupart étaient des A6M2 qui devaient également servir de bombardiers. Face à cette force se trouvait la Task Force 58 du vice-amiral Mark A. Mitchell, avec 15 porte-avions, 7 porte-avions de flotte et 8 porte-avions d'escorte embarquant 873 appareils, dont près de la moitié étaient des Hellcat. Même avec le soutien des avions basés à terre, les forces japonaises étaient en net désavantage, mais comme elles combattaient désormais pour protéger leurs îles natales, elles étaient prêtes à tout pour arrêter l'avancée des Américains. À 5h50 du matin, le 19 juin, un Mitsubishi Zero repéra la flotte américaine et transmit sa position par radio, déclenchant ainsi la bataille. Le Zero fut abattu par le tir défensif de la flotte avant l'interception des Hellcat, mais les deux camps étaient désormais alertés de la présence de l'autre. Peu de temps après, des avions japonais commencèrent à décoller du terrain d'Arrot à Guam avec l'ordre d'attaquer les Américains. Cependant, les navires radars américains détectèrent la formation ennemie et 30 Hellcat de l'USS Bellewood furent envoyés pour les intercepter. Les Hellcats arrivèrent pendant le décollage des Japonais et, selon un schéma qui se répéterait toute la journée, ils se jetèrent tout sur eux et massacrèrent les Zéros. Même avec l'arrivée de renforts, les pilotes japonais étaient totalement surpassés, perdant 35 des leurs contre un seul Hellcat abattu. Tout au long de la journée, les pilotes japonais lancèrent courageusement 4 attaques majeures contre la flotte américaine, mais leur efficacité fut presque totalement annulée par les chasseurs trapus de Grumman. En quelques heures chaotiques, les pilotes de chasse de la marine américaine abattirent 380 appareils japonais. Telle était la domination du F-6F qu'il en abattit 368, ne perdant que 30 des siens. En racontant les événements de la journée lors d'un débriefing à bord du porte-avions UKSS Lexington, le pilote de chasse, l'enseigne de vaisseau Sigel Ziginev, fit appel à ses racines rurales du Missouri, en racontant comment il avait abattu 4 appareils japonais, disant, je cite, « C'était comme une vieille chasse à la dinde. Ainsi, la partie aérienne de ce que l'on retient comme la bataille de la mer des Philippines resterait gravée dans la mémoire de tous ceux qui y ont combattu comme la grande chasse à la dinde des Mariannes. » Avec le Hellcat contrôlant le ciel, les bombardiers et torpilleurs américains ainsi que les sous-marins purent infliger de lourds dégâts à la flotte japonaise, en grande partie sans être inquiétés par les avions japonais. Durant la bataille, 2 précieux porte-avions japonais dont le Shokaku, participant au raid sur Pearl Harbor, et un porte-avions d'escorte furent écoulés. Près de 3000 membres du personnel militaire japonais furent tués contre seulement 109 Américains. C'était une victoire sans précédent, qui assura aux Hellcat une place parmi les plus grands chasseurs de l'histoire. Mais la guerre était loin d'être terminée. Les ingénieurs de Grumman travaillèrent sans relâche pour perfectionner leur Hellcat déjà remarquable, sans se reposer sur leurs acquis. Bien que le Hellcat ait excellé face au redoutable Zero, les services de renseignement alliés savaient que de nouveaux chasseurs japonais plus puissants étaient en service ou en développement. Le Kawanishi N-Onka, connu des alliés sous le nom de Code George, s'était déjà révélé être un adversaire à la hauteur du F-6F3. Heureusement, la production de cet avion n'a pas atteint le niveau requis par le Japon, bien que cela ait prouvé la compétence des ingénieurs japonais à produire des chasseurs performants s'ils en avaient les moyens. Le F-6F était également utilisé sur le théâtre européen où il se retrouvait avec un net désavantage de vitesse face aux chasseurs allemands basés à terre comme le Messerschmitt Bf 109K et le Focke-Wulf 190D, tous deux ayant une vitesse maximale supérieure à 400 mph. Les premières améliorations majeures sont apparues avec la version d'F6F5 qui était équipée d'un moteur R2800 10W plus puissant logé dans un capot moteur légèrement plus profilé. Pour répondre aux plaintes concernant la lourdeur des commandes, des volets de compensation à ressort ont été installés sur les ailerons, tandis que le cockpit a reçu un pare-brise Clearview amélioré avec une vitre frontale plate et blindée, offrant un meilleur champ de vision et une meilleure protection. Le fuselage arrière a été renforcé.
et les ailes redessinées pour remplacer deux mitrailleuses de 12,7 mm par deux canons M2 de 20 mm, bien que la plupart aient gardé leur configuration éprouvée de mitrailleuses de 12,7 mm. Le F6I-F5 s'est avéré être la variante la plus produite de tous les Hellcat, avec 7870 exemplaires construits. Dès le début de sa carrière, le Hellcat était également destiné à être utilisé comme chasseur de nuit. 18 F6F3 ont été convertis pour utiliser le radar ANAPS 410 dans une nacelle montée sur un support sous l'aile droite, avec un petit écran radar installé au centre du tableau de bord principal. Plus tard, le chasseur de nuit définitif F6F3N a été adopté en 1943 équipé d'un radar ANAPS 6 installé dans le fuselage sans le disque d'antenne qui était placé dans un carénage bulbeux monté sur le bord d'attaque de l'extrémité de l'aile droite. Environ 200 F6F3N ont été construits avant que la production ne passe aux F6F5 modifiés, et ils ont remporté leurs premières victoires en novembre 1943. Ils ont aussi été utilisés lors d'attaques de nuit contre la marine japonaise et à la différence des chasseurs de jour, employant les canons de 20 mm pour une puissance de feu accrue. Plus tard, Grumman a proposé l'ultime Hellcat sous la forme du XF 6F6, équipé d'un moteur Pratt & Whitney R 2818W à 18 cylindres, développant 2100 chevaux, ce qui aurait permis au Hellcat d'atteindre 417 miles par heure. Cependant, la guerre a pris fin avant le début de la production. Vers la fin de la guerre, les pilotes de Hellcat se sont retrouvés de plus en plus impliqués dans l'appui aérien rapproché pour les troupes américaines qui débarquaient lors des dernières étapes de la campagne de Sodil-en-Île. Ils se sont également retrouvés à devoir repousser les menaces terrifiantes des Caracas. Les Hellcats ont aussi servi sur des porte-avions alliés, dont ceux de la Royal Navy. Après la guerre, les Hellcats français ont été très utilisés comme chasseurs-bombardiers pendant la guerre d'Indochine, prélude à la guerre du Vietnam. Il est certain que le Hellcat a joué un rôle crucial dans la victoire des Alliés dans le Pacifique. Néanmoins, dans les années d'après-guerre, son succès semble avoir été réévalué. La marine américaine et les Marines utilisaient également le redoutable Vought F-4U Corsair qui était tout à fait à la hauteur de ses homologues basés à terre. Cependant, il était moins à l'aise que le F-6F sur les ponts étroits des porte-avions américains, donc le chasseur Grumman était souvent préféré pour son aspect pratique. Bien que la menace kamikaze ait entraîné la présence de plus de corsaires sur le pont, les deux types ont leurs partisans pour le titre de meilleur chasseur naval de la Seconde Guerre mondiale. De plus, lorsque les Hellcats sont entrés en lice en 1943, la situation de la guerre avait déjà changé, et le Japon avait perdu beaucoup de ses meilleurs pilotes lors de batailles comme celle de Midway, leurs remplaçants recevant des formations accélérées et inefficaces simplement pour les envoyer au combat. En outre, le manque de ressources signifiait que le Japon n'était pas en mesure de construire en grand nombre des chasseurs plus performants, ce qui faisait que le Hellcat affrontait principalement d'anciennes versions du Zero, et ces facteurs ont joué un rôle majeur dans son taux de réussite extraordinairement élevé. D'un autre côté, le Hellcat avait été spécifiquement conçu et ses pilotes entraînés pour affronter ces avions ennemis. Ainsi, considérer cet avion comme l'un des plus grands de l'histoire, comme pour les autres prétendants à ce titre, relève simplement d'un choix personnel. Ce qui est certain, sans aucun doute, c'est qu'au-dessus de la mer des Philippines en juin 1944, c'était le bon avion au bon moment pour apporter la victoire aux Alliés.